Bonjour à tous et bienvenue sur le Modcast, le podcast des apéros motion design. Notre objectif est de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontre et d'échange. Rencontrer les créatifs, découvrir leur parcours et leur quotidien, ça vous dit ? Dans ce nouvel épisode, je discute avec Thomas Charrier, artiste 3D. On parle entre autres de Blender et ses 4D et de la comparaison entre le photoréalisme et le rendu plus abstrait. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec lui. Bonne écoute! Salut Thomas, comment tu vas ? Salut, ça va super, tranquille et toi? Ça va, merci. Bonne journée. Ouais, plutôt intéressante. Là, je suis sur un nouveau truc à étudier. J'apprends Unity en ce moment, c'est assez intensif. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ah bah j'imagine. Donc toi sur les réseaux c'est Toasty, ouais. ça vient d'où exactement? J'aime bien poser la question en général. C'est une bonne question. En fait, c'était un peu. J'ai toujours cherché des pseudos au début quand j'étais dans le motion. Et je sais pas, Ouais. j'aimais bien Mortal Kombat. C'est un petit easter egg de Mortal Kombat. Puis j'ai fait, vas-y, il faut que je trouve un nom. Hop, Toasty. Allez, voilà, ça part. En vrai, il n'y a pas vraiment de signification derrière. Ah non mais c'est cool. Du coup toi c'est quoi un peu ton parcours pro et ton parcours dans les études? En gros, je suis dans le motion depuis, je pense, un peu plus de 10 ans maintenant. J'ai commencé le motion, j'étais au lycée, je crois. Je Ah devais être ouais, en d'accord. première terminale. Ouais, ça date. Et du coup, là, tu vois, j'ai 28 ans. Et ouais, ça fait 10 ans, je devais avoir la majorité. Donc à 18 ans, j'ai commencé à faire un peu de motion, faire un peu d'After Effects, tout ça. Et puis Ouais. progressivement, j'ai évolué vers les côtés un peu plus 3D. Mais ça arrivait assez vite au final. Au bout de 3 ans dans le motion, j'ai commencé à m'intéresser à la 3D. Et partant de là, après, j'ai commencé toujours en autodidacte à voilà, développer mes skills 3D jusqu'à faire une petite école à Bagnolet, là, le campus Fond de l'image, pour un peu valider mes acquis et ensuite aller sur le marché professionnel, quoi. Mais c'est vraiment, j'ai surtout un background d'autodidacte où j'ai tout appris sur Internet. Et c'est ça D'accord, qui ok. est assez sympa, quoi. Et pourquoi du coup t'as décidé de quand même passer Ah ouais. par l'école à la fin pour cette validation d'acquis? Je pense que à ce moment-là, je sentais qu'il manquait quelque chose. J'étais un très bon technicien, parce qu'au final, Mhm. quand tu apprends en autodidacte, généralement, tu apprends plutôt ce qu'est le logiciel. Tu apprends Ouais, pas vraiment ce ouais, qui est graphique, tu apprends pas vraiment voilà, le côté comment faire une belle composition graphique. Et je ouais. pensais justement, en plus, parce qu'à la base, je viens pas de Paris, et du coup, j'ai, on va dire, déménagé à Paris pour faire cette école, et du coup, m'ouvrir un peu toutes les portes du milieu. Euh, D'accord, ok. et du coup, ça m'a surtout apporté voilà, les fondamentaux du graphisme, parce qu'au final, j'avais pas fait d'école de graphisme avant. Mhm. Après le bac, en gros, j'ai fait un DUT, c'était services et réseaux de communication. Maintenant, Ah yes, c'est ouais, la MMI, même. ouais. Exact. Et du coup, bah, t'apprends du code, t'apprends les logiciels, mais t'apprends pas le côté C'est artistique, quoi. clair, c'est clair. Mais voilà, j'ai une sorte de background hyper vaste où je peux faire du code, je peux faire de la 3D, de l'animation traditionnelle, mais ça, au final, je l'ai plutôt appris, on va dire, de mon côté en autodidacte. C'était un peu un de mes buts de carrière avant de faire du motion. J'ai toujours été fasciné par l'animation tradi, sauf D'accord. que pour faire de l'animation tradi, il faut être une brutasse en dessin. Et, C'est clair. et en fait, ouais, c'est une fois que tu commences les concours des écoles d'animation, tu te rends compte que t'es pas du tout au niveau. Mais voilà, c'est un peu la petite histoire. C'est pour ça que je me suis ensuite orienté vers le motion, qui était beaucoup plus ouvert aux techniciens. Mhm. Et là, j'ai trouvé un peu ma petite place, entre guillemets. Mais Ouais, ouais, carrément. c'est un peu mon histoire, on va dire, scolaire. Yes, donc après le bac, t'as fait le DUT, là, le fameux SRC, qui est Ouais, MMI maintenant. ouais, c'est ça, exactement. Et tout de suite après, t'as fait ta petite validation où t'as au Bagnolet. Il y a eu une petite période de transition, justement à cause de l'école d'animation, où au final D'accord. c'était un pur échec. Bah en fait, c'était à l'époque où j'avais pas vraiment anticipé le fait que j'allais
échoué au concours, etc. Du coup, je me suis Mhm. retrouvé dans une sorte d'année sabbatique où là, en fait, ça m'a permis de vraiment me focaliser à 100% sur la 3D, sur Cinema 4D. Et pendant un an, j'ai fait que de ça. J'ai bouffé du tuto, j'ai fait que des concours. À l'époque, c'était avec Grayscale Gorilla. Ah yes, ouais, C'était ouais. les 5 Second Projects. Et là, en fait, je faisais que de ça. Dès qu'il y avait un concours, je le faisais. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que du coup, ça m'a permis d'avoir ma première mission de freelance alors que j'avais aucun diplôme. Voilà, c'était un peu, j'étais dans ma campagne à faire un peu de 3D. Et c'est ça qui m'a ensuite amené à vraiment aller sur Paris et là, m'ouvrir vraiment D'accord, ok. les possibilités, quoi. Donc toi, t'as même pas cherché finalement à intégrer une agence ou quoi? Tu t'es tout de suite dit, je vais être indé et puis je vais faire ma petite clientèle au fur et à mesure. Bah, franchement, en tête, j'avais voilà, les gros studios. Je me suis dit, ah ouais, plus tard, j'aimerais trop aller dans des gros studios, etc. Mais en fait, c'est Mhm. vraiment, ça m'est tombé dessus par hasard. C'est quelqu'un qui m'a démarché pour faire plutôt. Alors, c'était Nix Visual à l'époque. Et eux, ils faisaient beaucoup de vidging, en fait. D'accord. Et en fait, c'est là où j'ai commencé à appliquer tout ce que j'avais appris en 3D sur des éléments pour faire justement tout ce qui est projection mapping pour des événements, pour des concerts, etc. Ok. Et c'était hyper intéressant parce que du coup, ça m'ouvrait tout de suite à une sorte de, voilà, de nouveau secteur que je connaissais pas du tout. Et en même temps, ça me permettait aussi de me dire, ah ouais, en fait, je vais pouvoir travailler alors que je me suis formé en autodidacte depuis le début, quoi. Ouais, ouais, d'accord. C'était hyper Ok. intéressant. Ça s'est finalement imposé naturellement, quoi, ce choix-là au final. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Puis à l'époque, enfin, je faisais pas la fine bouche, j'étais là, ok, vas-y, c'est bon, c'est ma première expérience professionnelle là-dedans, c'est parti, quoi. C'est clair. Et du coup, ouais, comment on aborde ce premier contact client quand, bah, qu'au Euh, final, c'est la toute première fois, on sort des études, on a, comme dit, mm, on mm. n'est pas validé entre guillemets par une école, même si pour toi c'est un peu le cas de ce côté-là. Mais comment t'as géré ça? Je pense que j'ai pris l'opportunité comme vraiment une énorme porte qui s'ouvre à moi. C'était à la fois une sorte d'accès, une sorte de passe-droit pour aller sur Paris, c'était aussi un passe-droit Mhm. pour intégrer un secteur enfin, qui est assez compliqué à intégrer, c'est le monde de la nuit, le projection mapping, le vidging. Ouais, ouais. Et en fait, tout ça réuni, j'ai fait ok, bon bah c'est génial, j'ai même pas le diplôme et je vais pouvoir peut-être intégrer un secteur. Et au final, ça s'est plutôt bien passé et au final, j'ai travaillé avec eux jusqu'à la fin de mon diplôme réel que j'ai fait à Bagnolet, qui est Ok. vraiment consacré au motion et à la conception graphique. Mais voilà, puis voilà, ça m'a permis d'apprendre un peu les, euh, la complexité d'être freelance en fait. C'était ma première expérience freelance dans le motion et c'est là où je me suis fait manger entre guillemets. Et maintenant, j'ai un peu plus d'expérience là-dessus, quoi. Ok, ok. Et du coup, ouais, quand tu disais au début, enfin, t'as commencé à peu près la 3D 3 ans après avoir commencé à toucher After et tout ça. Ouais. Tu penses que c'était quoi le déclic? C'est un truc que t'as vu, tu t'es dit ah ouais, je vais faire la même ou ça s'est traduit comment? Je pense que c'est parce que c'était pile à l'époque où Cinema 4D commençait à devenir hyper, enfin, euh, facile à aborder, l'interface changeait, il y avait Grayscale Gorilla par-dessus qui faisait tous ses tutos gratuits derrière. Mhm. Et ouais, c'était, je pense, le moment où les ordinateurs devenaient un peu plus puissants, on pouvait commencer à faire des rendus un petit peu photoréalistes, avec des petites sphères glossy, tout ça. Ouais. Et je pense que c'est surtout parce que je participais à beaucoup de concours et je voyais justement des gens qui ne faisaient pas que de la 2D, faisaient un peu de 3D. Et tout de suite, bah, quand tu compares ce que toi tu fais en 2D et des gens ce qu'ils font en 3D, en motion, bah, t'as envie Mhm. de t'y intéresser naturellement, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais ouais, c'est vrai que puis, enfin, la 3D, je me rappelle au moment où j'ai découvert After, j'avais aussi découvert Blender, qui était à l'époque horrible à utiliser. Mais j'étais super, waouh, ça m'avait scotché de pouvoir créer quelque chose de 100% immatériel en fait en 3 dimensions. Et c'est ça Mhm. qui m'a vraiment dit ah ouais, ça j'y reviendrai plus tard, pas maintenant parce que j'ai pas les
l'expérience ni même la technicité derrière, mais ouais, ça m'avait bien scotché, quoi. Et du coup, j'y suis retourné 3 ans après, où j'ai enfin compris comment utiliser et interpoler des keyframes. Yes. Ok. Et du coup, ouais, t'as commencé avec ces 4D alors au final via les tutos de Grayscale Ouais, Gorilla. ouais, franchement, je crois que j'ai pas mangé l'intégralité de Grayscale Gorilla, mais ouais, c'était devenu ma petite routine. Dès qu'il y avait un tuto qui sortait, hop, ça partait en tuto Grayscale Gorilla. Mais ouais, en vrai, Cinema 4D, je pense que ça doit faire 7 bonnes années, voire plus, que je suis dessus. Je pense que ça fait ouais, un bon 10 ans, quasiment comme After au final. Mais After, je pense que je l'ai découvert avant le bac. Mhm. Euh, et c'est ma 4D, j'ai dû le découvrir juste après le bac, en Ok, d'accord. 2011, un truc comme ça. Ok, ok. Et ouais, parce que moi, c'est vrai que j'étais un peu découvert via la série de tutos que t'as fait de CKD à Blender. Yes. Du coup, ouais, enfin, à quel moment tu t'es dit, je vais faire ça? Déjà, je vais passer de CKD à Blender et à faire cette série de tutos gratuitement. Ouais, bah, je pense que clairement le déclic, ça a été de passer d'un CDI en agence de nouveau être freelance. En fait, c'est tout bête, hein, c'est que je me suis dit comment en tant que freelance faire de la 3D, ça peut être lucratif. Et quand je voyais que Ouais. CineMaCAD, il fallait derrière plein de plugins par-ci par-là pour vraiment avoir un workflow qui marche, je Mhm. me suis dit, bon, on va donner une chance à Blender, sachant que c'était pile au moment où en fait ils ont revu toute l'interface. C'était du coup D'accord, au ok. début 2019 là, donc il y a 2 ans, 3 ans, ouais 2 ans. Et du coup ils ont revu toute l'interface, ils ont fait quand même une grosse communication dessus. En plus je venais de sortir d'un projet où j'ai dû un peu utiliser Blender par-ci par-là pour faire des exports. Et c'est vrai que Ok. ça m'avait pas mal plu, dans le sens où en fait tout est condensé dans un seul et même logiciel. Et par-dessus le tout, le fait que tout est condensé dans un seul et même logiciel, derrière, t'as pas de souci du ah ouais, faut que j'installe telle version d'Octane, ah ouais, faut que j'installe telle version de machin. En fait, tout est vraiment paquet et c'est ça que je trouve intéressant dans l'utilisation de Blender. Et du coup, ça fait depuis bah, début 2019 que je l'utilise en permanence. Et Ok. franchement, le switch est un peu hardcore, on va pas se mentir. Faut tout réapprendre, t'as surtout la mémoire musculaire qui fait mal, quoi. Tous les raccourcis Ouais, je où sais t'appuies que. sur la mauvaise touche pendant un mois, bah, faut aussi y faire, quoi. Mais franchement, je suis super content d'avoir fait le switch. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai fait les tutos. Parce que je D'accord. trouvais qu'il y avait quand même pas mal de similarités. Et au final, en fait, quand tu mets à plat les fondamentaux de la 3D, quand tu comprends tous les fondamentaux, c'est hyper simple en fait de switcher parce qu'en fait, le processus de création est le même. Donc, tu as juste Mhm. besoin de savoir où sont les outils. Mais derrière, en fait, Oui, c'est ça. ça va tout seul, quoi. Ok, Mais ok. voilà. Mais du coup, ouais, les tutos, c'était vraiment pour partager un peu mon ressenti sur entre Cinema 4D et Blender. Et en fait, c'était aussi pour moi-même vérifier entre guillemets que toutes les fonctionnalités étaient présentes. Et il y avait par exemple tous les outils de MoGraph à l'époque quand j'ai fait les tutos, donc c'était il y a un an à peu près. Mhm. C'est un peu ça où là je me suis dit ah ouais c'est vrai que les outils MoGraph n'existent pas. Mais du coup là maintenant je pourrais ressortir une série de tutos sur comment faire du MoGraph dans Blender, quoi. Et ouais c'était super intéressant de vraiment mettre à plat les acquis dans une série. Et, enfin voilà quoi. Ok, ok. Ouais, ça te permet aussi, comme tu disais, toi, de ton côté, valider Mm, que mm. c'était plus ou moins similaire. Et ouais, en même temps, de pouvoir partager, c'était hyper cool de ce côté-là. D'ailleurs, il y a Kevin Dangy qui demande si tu penses que Blender va bientôt rattraper, entre guillemets, ses 4D, justement avec ses nouveaux outils de MoGraph, Ah etc. bah ouais, franchement, à part deux trois choses vraiment très techniques, Cima4D, ils ont quand même une bonne gestion des caméras. Il y a aussi pas mal de choses bien faites dans Cima4D en termes de force field, etc. Mais en fait là, depuis 1 ou 2 mois là, il y a
Geometry Node qui sont sortis sur Blender, qui en fait Mhm. te permet de faire tout en nodal un système de création de géométrie et même de création de modifiers entre guillemets comme des force fields. Et le Ok. but à long terme, c'est de créer, on va dire, le Everything Nodes. C'est que Blender devienne un peu comme Houdini, où tu vas pouvoir tout câbler en nodal et de A à Z faire toute ta scène en nodal. Ah ouais, Ouais. d'accord, d'accord. Et c'est un peu la force de Blender. Et en fait, c'est ça qui est super intéressant chez Blender, c'est que tu as une sorte de transparence sur le développement du logiciel qui te permet d'anticiper, par exemple, 1 ou 2 ans en avance, ce genre de feature qui va sortir. Et pas. Ok. Parce que typiquement, pourquoi j'ai switché de Cinema 4D à Blender, c'est que je trouvais que c'était hyper opaque leur façon de communiquer les nouvelles features. Et, euh, et par exemple, il y avait eu un intervenant, Maxon, qui était passé au bureau une fois, et il nous avait expliqué un peu comment le futur de Cinema 4D, entre guillemets. Et en Ouais, fait, le ouais. mec nous avait carrément expliqué que l'architecture actuelle de Cinema 4D est, a été codée, entre guillemets, tellement, pas, tellement à l'ancienne qu'ils doivent tout reconcevoir pour pouvoir, par exemple, créer un système nodal dans le système de matériaux. Et du coup, Ah oui, ça d'accord, ok. empêche beaucoup de choses. Et en fait, je trouvais ça hyper opaque. C'est-à-dire que ils nous avaient certifié que ça allait se faire dans les années à venir, mais tu peux pas mettre une date précise, quoi. Alors que chez Hmm. Blender, tu peux tout de suite voir un peu dans un laps de temps quand même assez relatif. Mais par exemple, le Everything Nodes, moi en 2019, j'avais vu que c'était déjà en développement. Et du coup, c'est ça qui m'a dit, ah ouais, tiens, je vais peut-être faire le switch parce que potentiellement dans 1 ou 2 ans, je vais avoir cette feature qui va sortir, quoi. D'accord, ok, ok. Mais ouais, je pense que clairement, pour répondre à la question, je pense que il y a moyen que ça remplace entre guillemets Cinema 4D sur pas mal de choses dans le sens où, comme j'ai dit au début, tu as énormément de features dans un seul et même package. Mhm. Et franchement, ça fait un bien fou de ne pas avoir utilisé ZBrush pour le sculpt, un moteur de rendu tiers pour faire les rendus. Là, tout est dans un seul et même package. Et franchement, ça fait du bien, quoi. En tant que créateur, c'est trop bien, quoi. Ouais, cette souplesse de développement Mm, mm. qui ouais, à l'avenir peut promettre des évolutions beaucoup plus rapides et beaucoup plus. Ah bah, franchement, ouais, quand tu vois là en 2 ans ce qu'ils ont développé, c'est complètement ouf, quoi. Mais moi, au début, quand j'apprenais le logiciel, Blender, toutes les semaines, il y avait une nouvelle feature. Et franchement, c'est super passionnant parce qu'en fait, tu as l'impression de faire partie d'un projet, en fait. Tu as l'impression Mhm. d'être un bénévole pour la cause, quoi. C'est assez, assez attenant, quoi. Mais bon. Et du coup, ouais, qu'est-ce qui, à ton avis, quel est le frein majoritaire de l'utilisation de Blender face à ces 4D? Ah bah, c'est juste que Cinema 4D, ils ont leurs ultimographes qui marchent du tonnerre, qui sont hyper simples à utiliser. L'interface est quand même hyper propre. Ça, je vais pas me le cacher, hein. Quand tu passes de l'interface Cinema 4D avec tous les gros boutons pour créer les primitives, les force fields, etc. Et quand tu passes à Mhm. Blender, où là, pour le coup, c'est que du shortcut. Et bah, voilà, il y a deux. Pour moi, en fait, C'est deux écoles, quoi. voilà, c'est pas vraiment deux écoles parce que c'est le même process, on va dire 3D derrière, mais au final, euh, moi, pourquoi aussi j'ai fait le switch de Cinema 4D, c'est que je trouvais qu'il y a un moment donné, si tu n'utilises pas de plugin, tu vas te retrouver bloqué à un moment donné dans le process parce que c'est quand même assez limité Cinema 4D sans plugin. Et, Mhm. euh, et je trouve que une fois qu'on a expérimenté Blender, Cinema 4D, c'est super lent à utiliser. C'est-à-dire que ne serait-ce que pour déplacer un objet dans l'espace 3D, tu es obligé d'utiliser un gizmo par exemple. Et dans Blender, juste en appuyant sur une touche du clavier, tu peux faire une translation de ton objet. Tu vois. Et Ok, si ok. tu accumules tous ces petits raccourcis, etc., tu te rends compte que la Ça te fait gagner manipulation. un temps, quoi. Ouais, Mhm. ouais, clairement. Clairement, tu divises par deux le temps de manipulation de tes objets dans l'espace, quoi. Enfin voilà, Ok, il y a pas ok. mal de choses comme ça. Mais pour répondre à ta question, pourquoi Cinema 4D est encore le leader sur le marché, c'est tout simplement parce qu'il s'est implanté dans toutes les écoles privées de Paris.
C'est-à-dire que maintenant, tu vas au Gobelin, même Campus Fonderie de l'Image, à mon avis, ils ont fait le switch sur Cinema 4D. Parce que voilà, derrière, il y a toute cette côté commercial où tu vas avoir des évangélistes qui vont venir dans les écoles et déployer les solutions Maxon dans les écoles, quoi. Puis il y a aussi le fait que il y a quasiment la majorité des professionnels qui utilisent Cinema 4D, donc en fait, si tu as envie d'être crédible sur le marché, vaut mieux utiliser Cinema 4D au début, quoi. Moi, j'ai fait le switch parce que je trouvais ça marrant de faire un peu un pied de nez au marché, mais clairement, ça m'a aussi fermé des portes, quoi. On va pas se mentir. Ah ouais, ça t'a vraiment fermé des Bah, portes. franchement, je pense qu'il y a encore 80%, voire 90% des motion designers et des agences qui utilisent Maxon, enfin Cinema 4D. Et du coup, Mhm. moi, c'est ça qui est très fort, c'est que je peux utiliser les deux. Je connais Cinema 4D, je connais Blender, donc en fait, je peux vraiment switcher d'un projet à un autre, ou même combiner les deux pendant un projet. Ok. Mais ouais, franchement, clairement, Blender, c'est plus... là, j'anticipe, on va dire, ce qui va se passer dans 10 ans, entre guillemets, quoi. Mhm. Mais c'est hyper D'accord, ouais. intéressant parce que une fois que tu fais le switch sur Blender, tu te rends compte que c'est un logiciel qui est super, on va dire, amical. C'est quelque chose où tu te Mhm. sens bien en fait dans le logiciel. T'es pas là à te dire ah ouais, en termes de technique, tout ça. Enfin bref. Et il y a aussi, je pense, enfin, via toutes les features qui doivent être ajoutées à Cinema 4D, j'imagine que pour Blender, c'est forcément beaucoup plus économique aussi Bah ouais, clairement. de ce point de vue-là, quoi. Bah c'est ça, hein. Moi maintenant, ce que je fais sur mes missions, c'est que quand on me pitch un projet, déjà je demande tout de suite c'est quoi le logiciel qu'il y a derrière. Et si c'est Cinema 4D, en fait, je prends juste un abonnement au mois. Ok. En fait, je prends un mois d'abonnement. Ensuite, je prends le moteur de rendu en fonction du client ou même du studio avec qui je collabore. Et puis après, voilà quoi. Mais voilà, c'est vraiment ponctuel quoi. Cinema 4D, j'ai un peu fait une croix dessus parce que en tant qu'indépendant, tu peux pas te permettre de claquer autant d'argent dans un logiciel 3D quoi. C'est clair. Moi, c'est vrai que je pensais aussi me prendre ces 4D un jour, tu vois, mais à moins de prendre une licence multi-support et de partager les frais avec des potes, c'est compliqué de se le prendre tout seul, quoi. Bah ouais, surtout pour débuter, enfin, c'est compliqué, hein. Mais après, ce qui est pas mal aussi avec Cinema 4D, c'est que il y a une communauté au final francophone qui existe Mhm. que tu n'as pas sur Blender par exemple. Blender, il y a une communauté francophone, mais elle est moins active quoi. Par contre, la communauté, on va dire internationale de Blender, elle surpasse largement la communauté de Cinema 4D quoi. Ok, ok. Du coup, voilà, est-ce que tu as envie de bosser avec des Français et des studios français ou est-ce que tu as envie maintenant de te démocratiser sur l'avenir et le futur? C'est-à-dire que typiquement, là, de ce que je vois actuellement, il n'y a que les studios de motion qui utilisent Cinema 4D. Tous les studios de développement un peu web ou même de jeux vidéo et aussi de expérience AR, VR, ils Mhm. ont tout de suite compris que c'était 1000 fois plus rentable d'utiliser Blender et que c'était plus simple à utiliser, à déployer dans leur studio. Enfin, tu sens qu'il y a toute une sorte d'industrie qui est vraiment tournée vers le futur, c'est-à-dire le développement d'applications, le développement du temps réel, etc., qui font le Mhm. pari d'utiliser Blender. Et du coup, c'est un peu aussi pour ça que moi j'ai fait le switch. C'est que j'ai vite senti un peu le vent tourner sur la profession. Et je pense que, après c'est vraiment purement spéculatif, mais je pense que dans 5-10 ans, si Cinema 4D il reste comme ça, à juste racheter des moteurs de rendu ou même des solutions voilà, enfin là on a vu, ils ont racheté Redshift et Red Giant. Clairement, Ouais, c'est pas exact. ouf quoi. Enfin, je trouve que c'est un peu donner un coup d'épée dans l'eau quoi. C'est pas ça qui va faire que Cinema 4D va évoluer quoi. Ouais, d'accord. Mais voilà, c'est un peu mon petit coup de gueule software. Mais c'est vrai que j'imagine aussi dans la communauté Blender, il y a pas mal
forcément de développeurs aussi qui cherchent à Ouais, améliorer franchement, ouais. le délire sans cesse, quoi. Ouais, franchement, c'est dingue. Enfin, c'est une communauté internationale et en fait, derrière, t'as à la fois des gros développeurs, des grosses brutasses en développement qui s'immiscent dans le projet et t'as aussi des chercheurs. Donc, c'est des gars, ils font que des maths ou alors ils sont focalisés sur une propriété en particulier du moteur, de rendu, etc. Et en fait, les gars, ils implémentent ouais, des features qui sont complètement ouf, quoi. Que tu vois par exemple, au SIGGRAPH, le salon du VFX et de l'industrie de l'imagerie numérique. Et en fait, les gars, Ouais, c'est par exemple quand tu vois les dernières techno Pixar, ouais. et ben c'est le genre de trucs qui sortent des années de recherche, voilà, de chercheurs qui sont indépendants ou non. Et en fait, Blender a cette faculté, vu que c'est de l'open source, de pouvoir intégrer ce genre de recherche sans avoir à Mhm. demander entre guillemets des licences ou même des brevets, etc. En fait. Oui, oui, ok. Et c'est ça qui est super fort en fait, c'est qu'ils sont vraiment une sorte de boîte magique ouverte à tous et en fait tout le monde peut contribuer en fait. Et ouais, ça fait du bien d'être dans un environnement open source quoi. Et en parlant d'open source, j'ai vu un truc assez marrant, je sais pas si, je pense que vous connaissez Duduf. Yes, oui, oui, tout à Et fait. bah lui, il est complètement en train de tourner sur justement l'open source et là, il est en train de développer pas mal de choses sur Blender, typiquement un truc pour riguer sur Blender. Exact, oui, oui, c'est vrai, j'avais vu passer ça, ouais, Donc carrément. ouais, c'est plutôt sympa de voir qu'il y a une vraie communauté derrière qui est pas là juste pour se faire de l'argent et plutôt pour faire progresser Mm. de la 3D quoi. Ouais, et puis il me semble qu'avec Motion Café, ils avaient fait aussi une émission sur tout cet aspect open source Ouais, je crois et que tout j'ai vu ça. passer. Ouais, ouais. Non, c'est vrai que, enfin, du coup, enfin, je comprends beaucoup plus facilement ton rapport au partage avec toute cette série de tutos, ton process aussi que tu avais partagé sur ton anime avec le singe. Yes. C'était super intéressant de voir comment tu taffes chaque aspect, chaque frame, etc. Donc non, c'est super cool. En fait, ce projet-là du singe, ça se rapproche un peu des tutos au final. Là, en fait, c'était plutôt un projet pour me dire, bon, maintenant que je sais bien utiliser Blender, on va l'associer avec Substance Painter Mhm. et voir vraiment un workflow que je pourrais intégrer dans une vraie agence ou un vrai studio où j'utilise quand même un logiciel annexe pour faire tout ce qui est texture et vraiment pousser le projet comme si je le faisais voilà, top nickel chrome Ok, dans les règles de l'art, quoi. ouais. Et c'est pour ça que j'ai voulu un peu partager le process, parce que je trouvais ça intéressant du coup à la fois de partager comment réaliser ce genre de choses dans Blender, mais aussi de moi-même euh, prendre un peu de recul sur ce que j'ai fait et revoir les étapes de création et voir où est-ce qu'il y a eu un endroit où voilà, c'est un peu péché, truc comme ça quoi. D'accord. Et en vrai c'est hyper intéressant de faire ça parce que ça te permet de prendre du recul sur ton process et voilà, d'optimiser par la suite ce que tu as échoué, ce que tu as vraiment bien fait, etc. quoi. Ouais, ouais. Ok, ok. Ouais, tu extériorises pas mal Bah ouais. tes doutes au final. Bah, C'est. en fait, c'est surtout vraiment avec l'expérience, tu te rends compte que si tu foires une étape de création, ça se répercute surtout en 3D. Si typiquement tes premiers sketchs ils sont nuls, ton sculpte il sera nul. Parce que tu vas faire Ouais, n'importe c'est vrai. quoi, tu n'auras pas de base solide sur comment tu vas aborder les formes. Mhm. Et alors après, c'est peut-être aussi un désavantage, un défaut entre guillemets, c'est que je suis très procédurier. J'aime bien vraiment que tout soit nickel chrome en termes d'étapes. Carré, quoi. Ouais, voilà. Comme ça, j'ai pas Ouais. de. Comment on appelle ça Y a pas de surprise, Voilà, quoi. Moins de exactement. surprise au Pas de final. surprise dans le Ouais. process et au moins je sais ce que je fais, quoi. Je suis pas là en total freestyle à faire n'importe quoi. Mhm. Mais voilà, c'était ça, le singe, c'est plutôt pourquoi je les ai appelés freestyle? C'est surtout parce que j'essayais un peu de me changer de style graphique. J'ai fait pendant très D'accord. longtemps du PBR, donc du Physically Based Rendering,
Donc en gros, c'est quoi? C'est de la 3D photoréaliste, tout simplement. Ok. Et j'en ai fait et j'en ai bouffé depuis le début que je fais de la 3D au final, hein. Depuis que j'ai découvert Cinema 4D, j'ai fait que de ça jusqu'en 2019. Et en fait, je sais pas, c'est pas que j'ai fait un burn-out de ce style, mais c'est juste que j'avais envie de passer à autre chose et de me dire, bon bah maintenant que je suis expert entre guillemets en PBR, voyons voir ce qui se fait en termes d'illustration, en termes de création purement graphique, Ouais. et essayons de retranscrire ça en 3D. Et, et en même temps, découvrons Blender. Essayons de faire quelque chose à la fois de technique et artistique. Et c'est pour ça qu'en fait j'ai fait toutes ces séries freestyle. C'était en gros comment faire pour essayer de sortir de ce contexte un peu photoréaliste qui est très compliqué en final à mettre de côté en fait. Ouais, ok. Donc pour toi, est-ce que d'un côté, le photoréaliste, ce serait pas, entre gros guillemets, hein, l'ennemi de la créativité, pas forcément, mais de cette approche plus graphique de la 3D? Ouais, bah moi c'est un peu mon speech, hein. C'est le photoréalisme, c'est bien, mais si derrière tu as envie de communiquer voilà, une patte artistique ou quelque chose d'un peu plus expressif, bah clairement, ouais, c'est pas du tout intéressant parce que t'es enfin, c'est hyper contraignant comme solution graphique, entre guillemets, parce que au final, c'est quoi le photoréalisme? C'est juste des mathématiques et de la physique. C'est d'essayer de reconstruire le réel en numérique. Hmm. Et ça, franchement, c'est hyper contraignant, ça complètement bride toutes tes intentions artistiques. Et quand on vient du motion design et avec tout mon parcours entre guillemets de voilà d'animateur, j'ai essayé de faire quand même de l'animation tradie, etc. Bah, le photoréalisme, si vous aimez l'animation, vous allez vite vous rendre compte que ouais, c'est pas ouf quoi. Clairement, tu vas juste faire pivoter un objet au centre de ta scène, une caméra, et voilà. Ce sera la seule possibilité et le seul scope du projet, ce sera de faire tourner ton objet sur lui-même, quoi. Et c'est un Ok. peu pour ça que ouais, voilà, je suis un peu parti du photoréalisme, c'est que j'en avais un peu marre de faire juste des rotations d'objets qui servent à pas grand-chose, quoi. D'accord, ok. Donc Mais c'est plus au niveau projet, ça s'applique plus à quoi? Du produit plutôt dans. ouais, clairement, c'est ça. C'est en gros, C'est beaucoup de au produits, ouais. final, c'est tout bête, hein, mais le photoréalisme, qui sont les clients qui aiment le photoréalisme? C'est l'industrie automobile, l'industrie du luxe, l'industrie des montres, Bijouterie, ouais. et voilà en fait. Et au final, tous ces clients-là, ils aiment que des rendus hyper léchés, hyper subtils, et du coup, tout ce qui est, on va dire, animation un peu, pas waouh, mais qui joue sur justement des timings très serrés, des timings voilà, de l'animation qui en jette. Ça, dans l'industrie du photoréalisme, c'est très rare de pouvoir appliquer ce genre de concept, quoi. C'est Mhm. toujours bridé, voilà, le mouvement de caméra il doit être très subtil, le produit il faut pas le dénaturer, donc il va juste faire une petite rotation et voilà. Et ça en tant qu'animateur, bah, au début, bon, t'en fais abstraction, mais en fait quand tu fais ça pendant 4 ans non-stop à fond, bah ouais, t'en peux plus quoi. Parce qu'en fait, tu peux pas t'exprimer à travers l'animation. Ouais, Et c'est un d'accord. peu le problème du motion designer photoréaliste, c'est que en fait tu t'égares euh, du métier, on va dire, d'animateur et de la partie animation du motion design quoi. Ok. Ok, ok. Mais ouais, Et ouais, vas-y. c'est un gros sujet entre guillemets. C'est un gros sujet, c'est clair. C'est clair. D'ailleurs, il y a Victor Volz qui nous demande à partir de quand on peut parler de photoréalisme. Est-ce que c'est une question de gestion des lumières, des textures? Comment ça se Je traduit? pense que c'est juste le côté se rapprocher, on va dire, du vivant en fait. C'est tout ce qu'on peut voir en termes de rendu photoréaliste. Euh, c'est voilà, tu recréer un objet comme si tu pouvais le voir dans la réalité. Donc Ok. je modélise une montre, il faut qu'elle soit comme une vraie montre que je pourrais porter au poignet. Ou par exemple, je modélise je sais pas, un environnement, il faut que tout mon lighting et
tout ce qui est autour soit de manière mathématiquement et physiquement plausible. Donc en gros, ce qui se passe, c'est que tu vas être obligé, par exemple, ne serait-ce qu'il y a un exemple tout bête, mais quand tu crées un matériau photoréaliste, par exemple, tu ne peux pas mettre une valeur de blanc à 100%, parce que dans la réalité, ça n'existe pas, avoir un matériau... Et en fait, il y a plein de choses comme ça qui, en gros, s'accumulent dans ton processus de création, et en même temps de s'accumuler, te bride complètement dans le processus de création, et en fait, tu te retrouves à juste répéter, on va dire, une sorte de formule mathématique dans ta scène. C'est-à-dire, voilà, bah là, il faut que je mette un soleil, mais je peux pas trop mettre d'autres lumières parce que sinon, ça va dénaturer, on va dire, le côté photoréaliste du setup. J'ai pas le droit de mettre des matériaux trop émissifs, j'ai pas le droit de mettre des valeurs trop sombres dans mes textures, etc. Et en fait, on va dire, le critère du rendu photoréaliste, ouais, c'est vraiment l'aspect physique, c'est-à-dire est-ce que j'ai mis les bonnes valeurs dans mes matériaux ou dans mon rendu, etc. pour obtenir comme une photo en fait. Et c'est un peu ça que je reproche au rendu photoréaliste, c'est que pourquoi s'embêter à recréer de toutes pièces un environnement, recréer de toutes pièces un objet 3D photoréaliste, alors que je pourrais très bien prendre une photo, quoi. C'est un peu le concept, et c'est pour ça aussi que j'ai un peu ce speech sur pourquoi il faut fuir le photoréalisme. C'est qu'en fait, quand tu vois toutes les technologies là, qui sont en train d'être développées actuellement, là, il y a eu deux grosses choses qui sont sorties récemment. C'est les MetaHumans de Unreal Engine. Je sais pas si vous avez vu passer. En gros, ça va vous permettre, dans quelques mois, de, en 2-3 clics, créer votre avatar 3D prêt à l'emploi, complètement rigué, etc. Et tu le drag and drop dans ton projet 3D, et voilà, c'est fini, quoi. Et en fait, quand tu pars de ce principe-là, tu te dis, putain, mais en fait, comme par exemple Quixel, tous les Quixel Megascan, etc., ça va être du drag and drop dans le viewport. Et en fait, tu te dis, mais en fait, ça va tellement se démocratiser que le photoréalisme, ça va devenir une norme, en fait. Ah oui, d'accord. Et le problème d'une norme, c'est que ça va devenir un standard, c'est-à-dire ce sera le non-style. Et pour se démarquer avec ça, ça va être très très compliqué, parce que derrière, vous allez être face à des gros techniciens ou des gens qui sont hyper calés, on va dire, dans tous ces aspects techniques, voilà, j'utilise telle librairie de scan, tel asset 3D, etc. Hop, je mets tout dans mon viewport 3D avec les bons matériaux, j'appuie sur rendu, et voilà, j'ai fini ma création. Et le problème, c'est que voilà, quand tu dézoomes sur toute cette communauté photoréaliste, et en fait, c'est hyper dur de se dire, ah ouais, tiens, ça, je sais qui c'est qui a fait ça, parce qu'en fait, tout se ressemble. Vu qu'il n'y a plus de style... Ouais, il n'y a plus de pattes, quoi. Ouais, voilà, il n'y a plus de style artistique, du coup, tout se ressemble, tout est sur la même base mathématique et physique. En fait, la seule chose où tu peux te démarquer, c'est sur voilà, ta composition des lumières et la composition de tes scènes. Mais à part ça, tout ce qui est ouais, le design de personnages, le design des objets, et même le rendu graphique derrière, c'est-à-dire tu peux très bien utiliser des palettes de couleurs complètement farfelues quand tu fais de l'illustration. Dans un workflow photoréaliste, ça va être compliqué de commencer à mettre par exemple des objets 100% émissifs ou voilà, des ombres bleues, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ok, je vois. Ouais. Mais... Ah, ça va être les Sims, quoi. Ouais, clairement. Limite, MetaHumans, ouais, c'est ça. C'est le Sims du 3D artiste. Et ouais, ça fait peur, quoi. En fait, c'est pas que ça fait peur, c'est cool, mais si tu te focalises à 100% sur le photoréalisme, je pense qu'à un moment donné, ton job, ce sera juste du drag and drop dans le viewport, quoi. Et du coup, il y a plus cette conception du bon, est-ce que je n'irai pas plus loin que ça et je vais commencer à créer mes propres assets, à créer un propre langage artistique, etc. Ouais. Et c'est un peu le pourquoi j'ai un peu fait le switch du photoréalisme
on va dire, au stylisé, parce que c'est ça, hein, moi maintenant mon but c'est de faire du stylisé, c'est parce qu'en fait créativement parlant c'est beaucoup plus intéressant et en plus de ça, ça va te permettre, si tu pars sur du stylisé, de travailler en fait avec d'autres industries qui ne sont pas les industries qui sont vraiment orientées photoréalistes. En fait d'un coup tu switches de secteur en fait. Tu t'ouvres, ouais. Ouais. Tu t'ouvres à un autre monde Mm. complètement. Ok, ok. Ouais, donc du coup, la deuxième question de Victor, c'était est-ce qu'il y a des contraintes techniques au photoréalisme? Je crois qu'on les a Ouais. plutôt passées en Enfin, revue là. c'est vraiment un gros sujet, ça, les contraintes du photoréalisme. Enfin, il y a carrément une bible, Substance, donc, qui a été englobée par Adobe là. Moi, j'ai tout appris là-dessus. C'est une sorte de bible qui fait 2 PDF et en gros qui Ok. t'explique qu'est-ce qu'un matériel dialectique, qu'est-ce que la métalness, qu'est-ce que le F0, qu'est-ce que l'indice de réfraction. Que des termes physiques, Oui. mathématiques, et en fait, voilà, c'est une fois que tu as lu tout le document, tu as fait ah d'accord, en fait j'ai suivi un cours de maths et de physique. C'est hyper intéressant parce que du coup, tu apprends beaucoup de choses aussi sur ce qui nous entoure. Comment la lumière rebondit dans un verre, par exemple. En fait, tu apprends pas mal de choses toutes bêtes que tu t'es jamais dit. Ouais. Et en plus de ça, ça te permet vraiment de creuser tous les aspects techniques de la 3D. En gros, qu'est-ce qu'une normal map, etc. Donc en fait, si vous voulez être une brutasse en 3D, le photoréaliste, c'est cool. Franchement, allez-y, les yeux bandés. Moi, j'ai fait ça pendant une bonne dizaine d'années. Donc après, une fois que t'as rodé sur le photoréalisme, t'es un expert, entre guillemets, en 3D. Mhm. Mais en fait, tu te rends compte, tu prends du recul et tu te dis, mais en fait, tout ça, là, dans 10 ans, tous les rendus que j'ai faits, là, ils sont tous obsolètes parce que la technologie était tellement pas poussé techniquement, c'est-à-dire que là, les rendus photoréalistes d'il y a 5 ans, tu les revois dans 10 ans, ils auront mal tourné, quoi. Il n'y aura pas les caustiques, les rebonds de lumière, voilà, ce sera à l'arrache. Et il y a plein de choses comme ça où. Enfin, le photoréalisme, c'est vraiment une école à part entière, quoi. Mais je pense que c'est intéressant de faire du photoréalisme pour apprendre la 3D dans un premier temps. Ouais. Mais il faut vite dériver de ça et de se tourner plus sur des choses illustratives et graphiques, quoi. Est-ce que tu penses que c'était important pour toi de passer par cette étape Bah full photoréalisme pour mieux te décentrer par la suite? Ou tu ouais, savais dès le début que tu t'engageais dans un truc qui était pas full créatif? ah bah moi c'était un peu la grosse désillusion entre guillemets parce que quand tu c'est surtout le fait que le motion design a aussi évolué entre temps. Euh, Au début du motion 3D, tu voyais pas mal d'habillage télé, des trucs trop stylés, un peu bourrins, que tu voyais sur voilà, de l'habillage 3D pour la télévision. Ensuite, ça s'est plus orienté sur des choses de pub. Mais le problème de ça, c'est que du coup, tu t'engouffres dans la 3D, on va dire classique. Sauf que dans tous les tutos que tu vas trouver sur Cinema 4D et autres, c'est rare que tu tombes sur du Sketch and Toon, par exemple. Tu vas surtout Oui, oui. plutôt t'orienter sur la 3D, on va dire photoréaliste, physique. Euh, et du coup, c'est un peu, je pense, le fait que tu commences à t'intéresser au logiciel 3D, mais en fait, sans t'en rendre compte, tu t'immises sur ce côté photoréaliste. En plus, en tant que, on va dire, premier utilisateur 3D, c'est un peu le but ultime, c'est de dire, ah ouais, je vais pouvoir recréer un film Ouais, d'animation, tu vois. Genre, dans ta c'est tête, c'est clair. Ouais. ouf. Tu dis, ah ouais, trop bien, je vais pouvoir faire du cinéma, je vais pouvoir faire du VFX. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a un gouffre entre ce que tu peux faire avec les tutos sur Internet et les gars hyper expérimentés qui ont des équipes de 100 personnes dédiées, quoi. Ah, Et c'est ça, c'est ça. ouais, et en gros, du coup, bah, t'as une sorte de désillusion, mais en même temps, tu cherches vraiment à creuser ces savoirs. Et une fois que tu atteins vraiment le côté, bah maintenant, c'est bon, je peux recréer des rendus 3D comme si je faisais une photo. En fait, tu te rends compte que ça n'a aucun intérêt, en fait. Hmm. Clairement, tu t'exprimes pas artistiquement, tu es juste technicien, parce que c'est un peu aussi le gros problème du motion designer, hein, c'est que tu peux être artiste ou technicien, mais les deux en même temps, ça va te demander
je pense, 10-15 ans de pratique, quoi. Si Ah oui, tu oui, veux c'est être clair. rodé sur à la fois être artistiquement trop fort et techniquement trop fort, en fait, il faut que tu fasses. C'est une sorte de balance. Ouais. Et pour arriver, on va dire, très bien ou de très bons niveaux sur les deux, bah, il faut du temps, quoi. Et du coup, le problème, c'est que la 3D photoréaliste, ça demande beaucoup de temps. Et du coup, bah, si tu veux te développer artistiquement, voilà, c'est la balance, quoi. Tu peux pas faire du photoréalisme et en même temps développer ton côté artistique, quoi. C'est clair, c'est clair. Mais ça me fait un petit peu penser à, si on prend l'exemple du cinéma, de passer de Avatar, par exemple, au Spider-Man full animé, là, le multiverse, Ouais, où là, t'as déjà une patte ah qui est bah ouais. beaucoup plus intéressante. Ah bah, c'est le jour et la nuit, hein, clairement. En fait, Avatar, et c'est un peu, je pense, le totem de la 3D et de la consécration 3D, c'est qu'Avatar, c'est une prouesse technique. On va pas se mentir, à l'époque, les gars, Mm, ils ont fait tourner des machines pendant des mois pour rendre le film. c'est clair. Et je pense qu'en termes de technologie derrière, bah, les gars, ils avaient quasiment rien, hein. Ils ont dû tout développer de leur côté, quoi. Et, et au final, qu'est-ce qu'on en retient? Alors, Avatar, bon, il a bien vécu, hein. Je pense que tu regardes Avatar aujourd'hui, il tient un peu la route. Mais tous les films qui ont essayé de faire la même chose à côté, il y a plein de films d'animation 3D, tu les regardes aujourd'hui, je pense que tu as un peu envie de vomir, quoi. Ça a trop mal vieilli, quoi. Et alors que par exemple, des films stylisés à la Disney, Ouais, ouais. euh, regarde Le Roi Lion en dessin animé, ça n'a pas bougé, hein. Clairement, tu peux le Intemporel, ouais. regarder, ça ne bouge pas. C'est Et clair. quand tu reprends justement le Spider-Man 3D là, en sketch and toon multiverse, Ouais. ça, j'en suis sûr, dans 10 ans, tu pourras le regarder, il passera, mais super bien, quoi. Ah, il aura pas pris une ride, ouais, c'est Clairement. clair. Et c'est aussi ça le problème du photoréaliste, c'est que la technologie évolue, et du coup, c'est une sorte de course contre la montre. En fait, une fois que tu es dedans, euh, tu es obligé en permanence de réapprendre, de réapprendre, de réapprendre, parce qu'en fait, la technologie évolue, et ce que Mm. tu as appris il y a 5 ans n'est plus forcément la norme de ce qui se fait actuellement. Et du coup, ça te demande beaucoup, beaucoup de temps, quoi. C'est-à-dire que même si, on va dire, tu passes un nouveau cap et que tu es expert photoréaliste, si tu prends du temps pour regarder autre part, sur d'autres secteurs, et ben en fait, le photoréalisme, lui, continue d'avancer. Donc en fait, Ouais, ouais, d'accord. c'est chaud de garder, on va dire, le rythme, quoi. Ouais, et non seulement il y a enfin, on en parlait, là, des contraintes hyper mathématiques, hyper physiques, Mm, mais j'imagine aussi que au rendu, ça doit être une tannée à calculer tout ça. Ouais, bah c'est aussi une grosse contrainte, quoi. C'est qu'en gros, tes coups de rendu, ils sont complètement dingues. Après, maintenant, il y a des nouvelles technos, hein, on en reparlera toujours, mais les technos évoluent, donc au final, on essaie d'optimiser tout ça. Mhm. Et en fait, maintenant, tu peux utiliser des algorithmes où derrière, tu as du deep learning, de l'intelligence artificielle qui vient en fait dénoiser tes rendus. Et Ok. typiquement, là, tu vois, sur Blender, il y a le Optic X Denoiser qui te permet, en fait, en gros, tu mets un sample très très bas, et en fait, derrière, c'est une sorte d'algorithme qui va évaluer les normales de ta scène et de tes objets pour, on va dire, lisser ton image et enlever tout le bruit que tu peux avoir au rendu, Ah ouais. et du coup, Ok, ok. diviser par 5 tes coûts de rendu, quoi. Mais il y a 5-6 ans de cela, tout ça n'existait pas. Hmm. Et du coup, les pionniers du photoréaliste, et c'est pour ça que ça a mal vieilli, c'est qu'en fait, bah, ils avaient les coûts de rendu d'un côté, les temps de rendu, et de l'autre côté, la qualité. Bah, ils ont dû faire, comme d'habitude, la balance. Et du coup, bah, c'est pour ça que tu as des rendus un peu crado d'il y a 10 ans. C'est parce qu'ils n'avaient pas la techno, quoi. Clairement, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai que ce week-end, je me suis rematé les haches de glace. Alors, pas de jugement, hein. Mais ouais, le tout premier là, bon, il a plus de 10 ans Mm. maintenant, mais ah ouais, Ouais. c'est c'est pas beau quoi. C'est vraiment pas beau. Et 2 ans après, c'était pas mal quoi. Le deuxième, c'est en 2 ans, ils ont déjà fait un step up de ouf. Et encore, enfin, l'âge de glace, c'est quand même un univers assez cartoon. Donc En tu peux plus, en ouais. faire abstraction. C'est-à-dire que tu peux très bien dire, bon, c'est du cartoon. Je fais abstraction, entre guillemets, de toutes
les petits défauts techniques, les défauts voilà, de qualité. Mais Ouais, ouais. là, alors j'ai pas de film en tête, mais je pense qu'on pourrait retrouver une sorte de avatar mal fait. Oui, Clairement, si c'est sans vraiment doute. orienté photoréaliste, enfin là, clairement, tu le regardes, tu pleures, quoi. Mais c'est pour ça que Star Wars, ils sont très forts là-dessus, hein. C'est qu'eux, ils ont tout misé sur les maquettes. Et les maquettes, bah, Mm. t'en fais abstraction. Tu dis, bon, bah voilà, c'est des maquettes, c'est pas du rendu 3D, ça va, tu vois. Mais ouais, c'est le problème du photoréalisme, c'est que ça vieillit très mal au fil des années, à part si t'as une équipe de 300 personnes sur le projet, comme pour Avatar, et que les gars, ouais, ils te font ça Mm. proprement, mais que voilà, toi, en tant qu'individu, c'est impossible, quoi, clairement. Mais après, on en revient aussi à cette question de la technologie, c'est que la technologie, elle évolue tellement que ça va tellement se démocratiser, on va dire, le rendu photoréaliste, que ça va devenir, ouais, genre on revient à ce côté, la norme, quoi. Et en tant qu'artiste, t'as pas envie de faire partie de la norme, quoi. Clairement, c'est... Oui, c'est clair. Mais je pense que c'est là où se démarque un peu le domaine du motion. Je pense que t'es un peu plus libre et je pense que cette démocratisation, enfin je sais pas si c'est vrai ou pas, mais elle sera plus notable dans l'industrie du film, enfin du cinéma. Quand on voit Ah, enfin, quand on a vu bah, là ce behind the scene de Mandalorian avec ce dôme de LED où ils peuvent placer des éléments en 3D en direct, ah oui, changer oui, la oui. Ouais. scène. Bah ouais, c'est la technologie du temps réel. Ça, c'est encore un autre débat, Ouais. c'est est-ce que le temps réel va prendre le dessus sur l'industrie du précalculé, c'est-à-dire du Mhm. rendu. Mais en soi, ta question, c'était plutôt est-ce que le motion designer, ça va vraiment l'impacter? Oui. Bah, je pense que oui, parce que c'est déjà un peu le cas, hein. Clairement, quand on voit un peu les rendus 3D, ce qui se fait beaucoup sur Instagram, etc., euh, Ouais. franchement, c'est que du packshot produit, des trucs comme ça, quoi. En fait, c'est une sorte de vague où d'un coup, Octane Render est devenu hyper démocratisé. On Mhm. va dire, je pense qu'il y a un bon 60% des motion designers 3D qui utilisaient Octane, à mon avis. Et en fait, derrière, c'était un peu la course du qui fera le meilleur rendu de vase en composition abstraite nature morte, quoi. C'est un peu Ok, le ok. truc. Mais en soi, c'est bien, hein. Mais il y a une personne qui a lancé, on va dire, cette mode, et tout le monde a suivi, entre guillemets, la mode. Et c'est un peu le problème du motion design en général, c'est que dès qu'il y a une mode, tout le monde va dans cette mode-là, en fait. Il y a personne qui se dit, tiens, moi j'ai envie de plus de partir sur un truc un peu plus artistique, orienté illustration. Il y en a, mais la majorité, c'est, voilà, on suit les progrès techniques, on suit le photoréalisme, et on s'immisce dans, voilà, du packshot produit nature morte photoréaliste, quoi. Ok, ok. Donc je pense que ouais, le motion, il est impacté par cette standardisation ouais, du style, entre guillemets, quoi. Enfin, ça devient de plus en plus compliqué de trouver du motion 3D qui n'est pas fait pour du marketing, entre guillemets. Parce que c'est aussi le gros problème du motion design, c'est que c'est purement marketing, hein, on va pas se mentir. C'est un peu de la grosse désillusion du métier, hein, c'est qu'au début, tu t'attends à faire des super projets pour voilà, du title de film, du super projet en stop motion, du super projet de plein de trucs super artistiques. En fait, tu te retrouves à faire juste du marketing, et le marketing, bah, c'est charté, quoi. Ouais, ouais. Carrément. Carrément. Ah non, là, c'est vrai que t'as soulevé un bon point. Mais sur le fait de suivre les modes, moi, je le vois plus comme, ok, il y a une mode qui débarque, je vais, je vais me l'approprier, tu vois, et je vais montrer, enfin, entre guillemets, montrer que techniquement, je sais aussi le faire, et du coup, je partage le rendu. Je pense plus que c'est comme comme on en parlait au début, une validation de, ok, je me suis approprié ce nouveau délire-là, mais je sais le faire, mais ça veut pas dire que je vais que faire ça Ah ouais, ouais, maintenant, quoi. c'est clair. Euh, mais au final, en fait, le problème, c'est que une fois que tu te immisces dans un secteur, on va dire, c'est-à-dire le photoréalisme, c'est très Mhm. compliqué d'en sortir, quoi. En fait, une fois que tu es catalogué comme le gars qui sait faire des rendus de montres ou le gars qui sait faire des rendus photoréalistes,
En fait, c'est tout bête, hein, mais ça va t'attirer que des missions comme ça, en fait, tout simplement. Ok, Et en ok. tant qu'indépendant, c'est compliqué, hein. Moi, j'ai mis plus d'1 an à sortir de cette étiquette on va faire du rendu photoréaliste, quoi. Et du coup, D'accord. mon portfolio, j'ai dû supprimer énormément de choses, quoi. Et c'est pour ça que j'ai créé les freestyles. C'est entre guillemets pour voilà, m'affranchir de tout ce que j'avais fait avant et de repartir sur une base à peu près neutre qui va m'ouvrir d'autres portes, quoi. Et j'y suis toujours Ok, encore, hein, ok. c'est pas du tout acquis, quoi. C'est-à-dire que j'essaye encore de pousser le vice à aller sur du stylisé à 100%, quoi. Ok, ok. Ouais, donc c'est pareil, on en parle souvent hein, dans le modcast, mais tu t'es affranchi de ta clientèle habituelle en faisant pareil des projets un peu plus perso, quoi, du coup. Ouais, Et complètement, hein. plus vers ce que tu voulais tendre. Ouais, bah, ouais, c'est le nerf de Ok. la guerre, hein. Clairement, c'est ça, hein. C'est le nerf de la guerre. Il y a... Moi, j'avais une question, c'est surtout sur le process en 3D. On sait que, ben déjà, moi, en tant que motion designer, il y a un process hyper strict à respecter, le script, le storyboard, les planches, l'animation, etc. Mhm. En 3D, il y a encore plus de process avec l'éclairage, les textures, ben, du coup, la troisième dimension qui ramène quelque chose. Est-ce que toi, tu as une préférence dans est-ce que tu t'éclates plus à modéliser Ah ouais, des ouais. trucs? Est-ce que tu t'éclates plus à mettre des lumières? Bah, ouais, ouais, franchement, bah, c'est vrai qu'au bout d'un moment, une fois que tu commences à toucher à tous les process de création, et c'est ça aussi la force du motion designer 3D, entre guillemets, c'est qu'il a le droit de toucher à toutes ces étapes. Mhm. Euh, Quand tu regardes toutes les autres industries, tout est quand même super bien organisé, c'est-à-dire que celui qui fait le lighting ne touchera pas à la modélisation. Et c'est Ouais. pour ça que le motion designer a quand même énormément de chance, c'est qu'il va pouvoir apprendre la 3D de manière globale et générale, et vraiment apprécier, comme tu dis, une des étapes de création en particulier. Et moi, pour ma part, c'est vraiment le sculpte que j'adore. Franchement, c'est Ok. hyper jouissif, tu donnes du volume à quelque chose qui n'existe pas. Et en plus derrière, tu peux en faire ce que tu veux, tu peux l'imprimer en 3D, tu peux le mettre en VR, en AR, etc. Et en fait, complètement apprécier ton travail. Et sinon, ouais, après, en autre étape de création, bah, c'est l'animation, hein. C'est pour Ouais. ça que j'adore aussi la 3D, c'est que ça te permet aussi de faire de l'animation, mais ouais, c'est une grosse partie du travail, quoi. Encore plus donner vie quoi Ouais, à c'est ça ton en à fait. ton sculpte. Ouais. Mais plus ça va, plus j'apprécie de plus en plus en fait le sculpte parce que t'as moins ce côté, on va dire, contraignant et technique de l'animation. L'animation, tu te prends une retake, ça fait mal quoi. Ouais. Surtout en 3D. C'est clair. Alors qu'en sculpte, j'ai moins de. Enfin, j'apprécie plus et la critique, je la prends beaucoup plus avec légèreté que de l'animation par exemple. Parce que ça D'accord. requiert Ok. beaucoup moins de technique en fait. La sculpture, c'est un peu comme le dessin en fait. C'est un petit peu technique, mais en fait derrière, c'est juste apprécier le volume et avoir un œil critique sur ce que tu es en train de faire en fait. Mhm. Alors que l'animation, tu as quand même un gros process hyper complexe derrière où tu es obligé de bien timer ton animation et si on te demande de retake une animation, bah, ça va te demander beaucoup d'efforts et de technique derrière. Tu vois. Ouais, ouais, totalement. Mais après, ouais, pour moi, c'est un peu ça le. Ouais, j'aime bien, hein, franchement, toute la 3D est intéressante, hein. Clairement, il n'y a pas de. Peut-être la seule partie contraignante, c'est peut-être la rotopologie et le rendu final, c'est-à-dire faire la post-prod, quoi. Mais après, le reste, franchement, c'est D'accord. hyper intéressant, quoi. Ok, ok. Et est-ce qu'il y a une de ces étapes que tu as eu un peu plus de mal à t'approprier? En 3D, qu'est-ce qui pourrait être compliqué? Bah, pour moi, franchement, ce qui a été compliqué, c'est de comprendre quand. C'est toute la fin du projet en fait. C'est comment rendre une scène 3D élégante, Mhm. c'est-à-dire le lighting.
Franchement, le lighting, c'est un métier, hein, on va pas se mentir. Quand on voit tous les photoshoots, même dans la réalité, les photoshoots que tu as sur les scènes de films, etc., c'est un vrai métier. Ouais. Et en fait, c'est ça qui peut plomber complètement un rendu ou même une scène 3D. C'est un mauvais éclairage et aussi une mauvaise gestion, on va dire, de toute la post-prod derrière, en fait. Si Ok. tu gères mal tes fichiers derrière, bah, tu peux faire n'importe quoi, cramer tes blancs, etc. Et te retrouver avec des fichiers voilà, qui sont trop contrastés, etc. Mais vraiment, je pense, là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est en termes de technique, parce il y a aussi le côté, on va dire, plutôt artistique derrière, où j'ai d'autres zones un peu plus compliquées à gérer. Mais en termes de technique en 3D, ouais, je pense le plus chaud à comprendre, c'est l'éclairage, parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment apprendre, quoi. C'est créer un studio Ouais, photo, ouais. en fait, c'est ça, hein, Ouais, ça, comme tu dis, ça modifie vraiment du tout au tout Ah ouais, clairement. ta Bah, scène, quoi. franchement, une mauvaise light placée, ça te ruine un rendu, hein. Clairement, c'est ça. Ok, ok. Cool. Mais ouais, tu disais que du coup, tu t'éclates bien dans le sculpte, mais est-ce que c'est pas du coup un frein, le fait que euh, au niveau dessin, tu sois pas. Enfin, parce que tu disais que le niveau dessin, t'étais Ah bah, pas ouf, entre guillemets. Est-ce que c'est un ouais. frein au Après, je sculpte? sais pas mal dessiner, hein. Franchement, j'ai une bonne base de dessin. Je suis pas non plus, je fais pas du sketch de folie non plus, mais en fait, quand je disais qu'il y avait un gap entre ce que je savais dessiner et à l'époque, c'est qu'en fait, Et le. je sortais Ouais. d'un DUT SRC où on m'apprenait juste à faire du code et en fait, j'avais aucune base de dessin à ce moment-là. Et en fait, j'ai Ok, commencé à ok. attaquer des écoles d'animation où j'avais des grosses brutasses en face de moi qui pouvaient faire des sketchs à la volée comme ça. Après, une fois que j'ai fait mon école au campus Fondé d'Images, là, on a eu quand même une sorte de prépa graphique où tu apprends à faire du sketch, du nu, etc. Et là, j'ai commencé à développer un peu plus mon dessin. Ensuite, j'ai fait de D'accord. l'animation traditionnelle de mon côté. Donc là, après, voilà, tu retravailles encore la gestion des volumes en dessin. Mhm. Mais franchement, faire du sculpt, pour revenir à ta question, si tu as juste une base de sketch, qui sont plus ou moins élaborés ou non, euh, le sculpt, franchement, tu peux l'aborder. Ça a un peu rien à voir avec le dessin, tu vois. Le dessin, c'est une bonne base pour avoir, on va dire, les proportions et, par exemple, des vues de profil ou de face. Le sculpt, Mhm. franchement, je pense que même si t'es pas très bon en dessin, tu peux t'exprimer en sculpt parce que ça n'a rien à voir. T'es juste là enfin, c'est juste une gestion des volumes, une appréhension voilà, des formes. Et ça, en fait, Ok. même si t'es pas très bon en dessin, le sculpt, justement, te permet de... Après, il faut de l'expérience, mais ça te permet voilà, de créer des objets sans avoir réellement de connaissances, entre guillemets, en dessin, quoi. Genre, moi, D'accord, franchement, ok. la dernière fois... Enfin, moi, je fais des sketchs dans tous mes projets pour avoir une base visuelle de ce que je vais créer, mais je suis Mhm. pas là à refaire tous les sketchs au millimètre près, etc., quoi. Ensuite, voilà, c'est dans la 3D. Une fois que tu commences à être un peu plus à l'aise, pendant le sculpt, tu peux très facilement donner du volume, en Ok, enlever, d'accord. etc. Et appréhender voilà, ton personnage. Mais tu peux très bien mettre un peu de côté ton croquis, quoi. Le croquis, il va Ok. juste être là pour avoir la base de ton sculpt que tu vas créer voilà, en modélisant des formes hyper grossières. Et après, hop, tu bakes tout ça en un seul et même objet. Ensuite, tu commences à sculpter et ça va tout seul, quoi. Mais Ok. franchement, une expérience à faire pour le sculpt, c'est d'utiliser Oculus Medium avec un casque VR. Ah, C'est redécouvrir le sculpt. Franchement, c'est dingue. C'est sculpter en VR, c'est une des meilleures expériences que tu peux faire en tant que créateur numérique. T'as l'impression d'être godlike. Clairement, c'est ça, c'est assez ouf. Ouais.
T'as un truc VR du coup chez toi que t'as J'en amusé avais un au ou... studio avant, mais là j'en ai pas, faudrait que j'investisse. J'attendais en fait que l'Oculus Quest 2 sorte, qui te permet Mhm. de faire de la VR sans fil, parce que clairement avoir un fil c'est horrible. Et en fait, ouais, c'est trop bien quoi. Mais je pense que je vais investir d'ici là quand j'aurai un peu plus de temps là. Mais ouais, clairement, le sculpte numérique en VR, c'est trop bien. Ok, C'est cool. Et je sais pas trop comment ça marche, mais du coup, après, tu peux récupérer ouais, tes modèles, les mettre sur l'ordi, ouais, c'est ça. etc. En fait, tu exportes Ok, ok. en fait ton mesh soit en brut, soit en decimate. Donc en fait, en gros, il te fait une sorte d'optimisation de ton mesh et tu peux l'exporter dans n'importe quel format. Généralement, c'est BX. Ok. Et hop, après, tu peux l'envoyer dans ZBrush ou dans Blender comme tu veux. Et ensuite, tu peux raffiner le détail comme tu le ferais Ok, pour un ok. sculpte classique, quoi. Mais Ok. ouais. Ah, cool. Mm. Ouais, du coup, ça permet peut-être plus d'être organique, non? J'imagine que c'est une manipulation beaucoup plus Ouais, organique bah ouais, ouais, c'est qu'avec... vraiment, tu peux prendre la matière avec tes mains, quoi, quasiment, quoi. C'est presque ça, hein. C'est hop, tu prends un bout de matière, tu commences à, comme ce que tu ferais dans la vraie vie, sauf que tu as zéro limite et tu peux faire un CTRL Z, quoi. Donc trop stylé. Yes. Ok, ok. Écoute, je crois qu'on touche à peu près à la fin. Est-ce que tu voyais un autre sujet qu'on aurait peut-être oublié, qu'on pourrait aborder, Euh, ouais, bah non, je pense qui te qu'on a tient à fait le cœur bon ou tour de tout ça. Après, ouais, après il y a toujours cette grosse question de l'avenir du motion design. Je pense qu'on Hmm. n'aura pas le temps, clairement, d'en parler, mais clairement, c'est un gros sujet, hein. C'est un truc, c'est qu'est-ce que le motion design au final et qu'est-ce que ça va devenir, quoi. Mais ouais, je pense que les modcasts seront là pour nous éclaircir. On verra dans 10 ans, C'est hein. ça, Quand on te réinvitera. On verra comment ça évolue. c'est ça. Non, mais c'est vrai que ouais, en étant en plein dedans, on peut s'inquiéter d'une bonne, d'une mauvaise manière sur ce que tout ça va devenir, mais ouais, c'est vaste, c'est compliqué aussi. On avait vu le fameux article de Matrunks Ouais, ouais, ouais. sur Bah ouais, là-dessus. c'est marrant, hein, mais en fait, c'est une question qui s'est posée il y a 10 ans et on cherche encore à y répondre. Alors que pour moi, en fait, ma conclusion assez rapide, c'est que le motion, en clair, il est complètement en train de disparaître pour faire naître des nouveaux métiers, entre guillemets, quoi. Pour moi, le motion, il a complètement disparu et maintenant, on est sur un graphiste 2.0 et tous ceux qui font de la 3D sont juste 3D artistes et animateurs, Ok. entre guillemets. C'est ça un peu le concept, quoi. Ou alors, il y a aussi une grosse appellation, et moi, c'est ce que j'ai découvert, parce que là, en ce moment, j'essaie de changer de secteur complètement. C'est-à-dire que j'ai plus envie d'être motion designer. J'aimerais intégrer, par exemple, le secteur du jeu vidéo. Mais D'accord. le problème du jeu vidéo, c'est que c'est une industrie qui a quand même une grosse réputation, et derrière, ils ont déjà bien tout organisé. Et en fait, quand tu cherches où est-ce en tant que motion designer, où est-ce que tu pourrais t'immiscer dans leur processus, en Mhm. fait, tu tombes sur la case marketing artiste Ah. qui englobe tout ça. Et ouais, en fait, en fait, tu te rends compte qu'en analysant les grosses industries qu'il y a autour, euh, le motion design, en fait, il n'existe pas vraiment, hein. C'est juste marketing artist, quoi. Ok, Et le ok. problème du marketing artiste, c'est que bah, en termes de créativité, tu es juste là à décliner sur tous les supports ce que les concept artistes et les 3D artistes ont développé en amont, quoi. Et c'est un truc assez intéressant. Je pense que quand j'aurai vraiment fait le switch de secteur, parce qu'en gros là je suis encore entre les deux, je pense que je posterai un article Medium qui retrace un peu Ah, tout cool. ça, tu vois, une Ouais. sorte de post-scriptum du motion, quoi. Mais ouais, c'est une vraie question, Ok. quoi. Mais c'est dommage que, en fait, moi je m'en rappelle, il y a encore 10 ans, il y avait les premiers motion plus design qui se faisaient à la Gaieté Lyrique, où tout le monde était assis par terre, enfin c'était assez folklorique. Et en fait, plus ça va, plus tu te rends compte que les motion plus design,
ça devient juste du showcase en fait. C'est même plus, on s'intéresse même plus vraiment à des vraies problématiques. C'est-à-dire qu'on se pose plus des questions justement sur le métier, sur qu'est-ce que va devenir telle industrie, où est-ce qu'il faut regarder actuellement. On est plus sur voilà, du showcase d'artistes et d'agences, et c'est un peu dommage, quoi. C'est vrai qu'au début, il y avait des vraies questions autour du métier en lui-même, quoi. Mais c'est bien qu'il y ait des podcasts comme Modcast qui sont là pour un peu remettre remettre à plat certaines questions un peu plus rhétoriques. Ouais, carrément. Bah écoute, on essaye, hein. On essaye. Clairement. Mais on ne pourra que constater ça au fur et à mesure. Bah ouais, c'est clair. Mais c'est bien, vous devenez un peu une archive du motion français, hein, c'est cool. Je sais pas, j'ai très peu de recul là-dessus, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Est-ce que tu veux nous parler d'un de tes projets qui serait à venir? Tu nous en parlais au début sur Unreal Engine? Ah non, là je suis sur Unity en ce moment, là justement, c'est dans l'optique de vraiment me faire une place dans le secteur du jeu vidéo. C'est voilà, c'est vraiment me focaliser à 100% sur tout le pipeline temps réel. Je le connais déjà entre guillemets, mais vraiment focalisé dessus. Et c'est un peu, par exemple, le dernier freestyle avec le singe. En fait, pourquoi j'ai un peu développé tout mon processus de création, c'est qu'en fait, c'est un peu le même processus de création que tu vas retrouver dans le jeu vidéo. C'est-à-dire, tu vas venir optimiser tes mèches, tu vas venir optimiser tes UV, optimiser un peu tout ça pour que ça puisse tourner sur du temps réel. Okay. Et une grosse partie du temps réel, c'est aussi savoir un peu coder, c'est-à-dire faire du C#, tout ça, et rendre, on va dire, l'expérience interactive. Et c'est ça le gros concept. Je pense que clairement le motion design de demain, c'est de l'interactif, quoi. Ça se ressent déjà hein, quand tu vois tous les filtres Instagram et Snapchat. C'est clair. C'est ça, hein, c'est de l'interactif. Tu clignes des yeux, l'animation se lance, etc. Quoi. Enfin, voilà, quoi. C'est un peu le projet actuellement, c'est vraiment de me faire ma petite place dans le jeu vidéo, quoi. C'est le but. Ok, cool. Est-ce que tu aurais une œuvre à nous partager qui t'aurait inspiré, que ce soit récemment ou à tes débuts, et qui te motive? Ah ouais, en tout cas, ça c'est une question dure, ça. C'est une question dure. Tout mon cerveau, là. Récemment, peut-être que ce sera plus simple. Une œuvre qui m'a beaucoup plu. En vrai, j'ai vu un truc ce matin. Non, en fait, j'ai trouvé ça ce matin, je trouvais ça super sympa. Justement, c'est fait sur Unity. Et en fait, c'est une sorte de petite expérience interactive où le but, c'est de prendre le temps de respirer. Et c'est fait dans une sorte de petite scène graphique où le but, c'est juste d'appuyer sur la barre espace et de respirer. Et ensuite, de se caler sur les événements et des éléments qui tournent autour du personnage. Je trouvais ça assez intéressant, voilà, une sorte de pause complètement artistique pour le coup, qui n'a rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir purement marketing, hein, qui est là pour te faire vendre quelque chose. Et j'ai trouvé ça, j'ai fait ah ouais, super. Et je pense que je pourrais trop partager le lien, ce sera plus simple. Ouais, franchement, ouais, si tu retrouves le lien, comme ça on peut le mettre en description aussi, ça peut être cool. Take a breath, ok. Et du coup, quel est ton apéro favori? L'apéro Thomas, l'apéro Toasty. Apéro Toasty, truc que j'adore. Tu veux dire, qu'est-ce que je mangerais bien en apéro ou le combo apéro? Ouais, le combo. Je pense un bon. Divin, quoi. Une bonne barquette de frites avec un bon cocktail. Et je miserais en termes de cocktail sur une petite margarita, tu vois, comme ça. Ah, yes. Classique, mais efficace. Magnifique. Efficace, clairement. Ok, frites margarita. Un bon mélange, tu vois, genre côté... Un bon mélange. Le côté frais et le côté gras en même temps, quoi.
Dernière petite question, est-ce que tu aimerais voir quelqu'un de particulier sur le modcast? Est-ce que tu as une idée de quelqu'un qui pourrait intervenir sur le format? En motion designer? Peu importe. Métier de l'audiovisuel, en tout cas, de l'image ou du son. Moi, je pense que inviter Tim Soré, ce serait génial. Parce que justement, en fait, je suis un peu dans la même optique que lui. Mais lui, il a réussi, pour le coup, à faire ça. Il y a déjà entre 5 et 10 ans, il a fait le switch. Et il a monté sa propre société de jeux vidéo. Okay. Et alors qu'à la base, c'était un pur motion designer. Et ça, c'est ouf. Ok. Tim Soré. Et en fait, il développe un jeu qui s'appelle The Night Tales. Je crois que c'est ça. Mm-hmm. Et en gros, ça fait depuis plusieurs années qu'il est sur le développement de son jeu. Et en vrai, c'est un énorme parti pris ce qu'il fait. Et c'est ouf. C'est en gros un jeu 100% pixel art. Mais avec un éclairage real time. C'est-à-dire qu'en gros, ton pixel art, déjà il y aura de la profondeur, et en plus de ça, l'éclairage du jeu va venir un peu habiller le pixel art. C'est pas juste un pixel art en aplat, il y a vraiment une notion de profondeur qui est assez dingue, et ça donne un côté hyper cinématographique au jeu. Et franchement, c'est ouf, parce que lui, il vient du motion à la base, et il avait déjà tout compris, quoi. Il a compris que en fait, le motion c'est bien, mais l'interactif c'est mieux, quoi. Ok, mais ça fait un peu Minecraft comme tu m'en parles là, mais j'imagine que c'est un délire c'est pas visuel en 3D, un peu c'est différent. une sorte de 2.5D. C'est un scroller, comme un Mario, quoi. Mais en fait, tu prends Mario et tu lui ajoutes un style artistique de malade par-dessus, un peu à la Blade Runner, quoi. En mode bam. Ah oui, d'accord. Ok, cool. Et, très cool. The Night Tales. Mais ouais, franchement, il fait partie, lui, du motion gang des années 2010. Du cercle très fermé des motion designers français des années 2010. Est-ce que tu as déjà pu parler avec lui ou le rencontrer ou... Non, je crois pas que je l'ai déjà rencontré, non. Mais je pense que j'ai dû déjà le croiser, je pense à une Motion Plus, il y a très longtemps. Ok, d'accord. Cool, bah écoute, merci beaucoup. Bah, merci à toi, hein, c'était chouette ce petit podcast. C'était super intéressant, on a abordé plein de trucs, super intéressants, plus les unes que les autres, donc c'était... Merci beaucoup. Bah, merci à toi, c'était chouette. Bah, c'est vrai que... je pense que je me cache derrière mon logo, tu vois, mais c'est rare que j'intervienne sur la scène publique à propos de ça. Et je pense que plus ça va aller, plus je vais commencer à un peu plus m'exprimer sur mon retour d'expérience, en fait. C'est vrai que c'est un peu aussi le problème du motion, c'est que tout le monde fait son petit truc dans son coin. Ouais, et c'est rare justement qu'on tombe sur ce genre d'initiative comme le modcast, où là, vraiment, tout le monde peut parler. T'as pas besoin d'être Beeple pour aller faire un speech au Motion Plus Design. Et du coup, c'est pour ça que je trouve ça intéressant le modcast, c'est qu'on peut aller un peu plus en profondeur sur certaines choses un peu plus intéressantes, quoi. Mais ouais, c'est le but de creuser un peu, toutes les facettes de chaque métier, quoi. Ouais, c'est ça. Ça marche. Bah écoute, nous, on peut te retrouver sur Insta, principalement Behance, je sais pas si t'as un Behance. Twitter et ArtStation, la base. Ok, ça marche. Bah écoute, on met tout ça en description pour que les gens puissent aller checker. Super, trop bien. Écoute, bah je te dis à très bientôt, j'espère. Yes, ça marche. À bientôt. À bientôt, ciao. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Modcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Le Panier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite à aller le suivre sur son SoundCloud, Tristan-Le Panier, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à notre invité de nous avoir donné de son temps pour cet épisode et pour toutes les infos qu'il nous a partagées. N'oubliez pas d'aller le suivre sur ses réseaux. Quant à nous, retrouvez les apéros Motion Design sur Facebook @apéromotiondesign, sur Instagram @apéromotiondesign et sur Twitter
@apéromotion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du Modcast. Ciao ciao!